Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Franck. Je vivais avec ma femme, Amber, et ses 3 sœurs. Cela fait 4 femmes adultes sous un même toit. Pendant un certain temps, je n'ai pas protesté, car je prenais en charge toutes les responsabilités financières sans demander grand-chose en retour. Mais lorsque les choses sont devenues difficiles, j'ai dû parler. Je leur ai dit de réduire les dépenses si elles s'attendaient à ce que je continue à payer seul l'hypothèque. Je pensais qu'on pourrait en discuter comme des adultes, mais à la place, quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les serrures avaient été changées et toutes mes affaires étaient emballées et laissées dehors. Ce moment a tout changé. Ce qui s'est passé ensuite, elle ne l'avait pas vu venir. Quand je repense à la manière dont tout a commencé entre Amber et moi, je ne peux m'empêcher de sourire. Nous nous sommes rencontrés de la façon la plus ordinaire. À partir de ce moment, ça a tout de suite collé. Amber et moi sommes sortis ensemble pendant presque 2 ans avant que je ne la demande en mariage. Pendant ce temps, nous sommes devenus les meilleurs amis l'un de l'autre. Il n'y avait rien de forcé entre nous. Quand j'ai finalement fait ma demande, il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Elle m'a serré si fort dans ses bras, le mariage n'était pas une grande affaire. Nous n'avions pas le budget pour tout cela. Et honnêtement, ça nous était égal. C'était une petite cérémonie dans un espace extérieur calme qu'Amber aimait. Elle n'arrêtait pas de dire aux gens que c'était le début de tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais je savais aussi que la réalité frapperait vite, avant le mariage. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre. Ce n'était pas vraiment idéal pour fonder une famille. Vraiment, il n'y avait même pas de place pour les essentiels de la maison. Amber ne s'est jamais plainte. Mais je savais qu'elle rêvait d'élever nos futurs enfants dans une maison chaleureuse, stable et spacieuse. Cela m'a marqué. Alors j'ai commencé à planifier, bien avant que nous ne fixions la date du mariage, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté discrètement. Je l'ai fait avec un seul objectif, une vraie maison familiale. Je n'en ai pas parlé à Amber tout de suite, car je voulais que ce soit une surprise, mais finalement, j'ai trouvé une maison dans un bon quartier qu'elle avait mentionné. Quelques années après notre mariage, Amber et moi avions eu notre lot de hauts et de bas, comme tous les couples, mais nous nous en sortions bien. Un soir, tout a changé avec un seul appel téléphonique. Les parents d'Amber avaient eu un accident de voiture. Ils n'ont pas survécu. Je me souviens encore du son qu'elle a fait quand je lui ai annoncé. Je l'ai tenue dans mes bras pendant des heures cette nuit-là alors qu'elle tremblait. Et pendant les semaines qui ont suivi, je l'ai vue s'effondrer d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Elle parlait à peine, elle mangeait à peine, elle se déplaçait dans la maison comme une ombre. Cette perte l'a frappée comme un train. Elle était l'aînée de ses parents, avec 3 sœurs cadettes. Après les funérailles, il est devenu clair qu'elle n'avait personne de stable vers qui se tourner. Il y avait des proches dans un autre état, mais aucun dont elle se sentait proche ou en sécurité, et je pouvais le voir dans les yeux d'Amber. Elle n'allait pas les laisser se disperser comme ça. Elle voulait qu'elle soit avec nous. Elle voulait être leur ancre maintenant, leur grande sœur, leur gardienne, leur tout. Alors, nous avons ouvert notre maison. Personne ne m'y a forcé. J'ai accepté sans hésiter. Je lui ai dit, si c'est ce dont tu as besoin, on trouvera une solution, car c'est temporaire. Je savais que ça ne serait pas facile, mais je croyais qu'il fallait soutenir son partenaire quand les tempêtes frappent, hein, que c'est ce que le mariage signifiait pour moi. Ses sœurs ont donc emménagé, et notre foyer tranquille à deux est devenu quelque chose de plus grand. Je travaillais plus longtemps à ce moment-là. Les factures étaient plus élevées, la nourriture disparaissait plus vite, et la lessive a triplé. Mais je ne me suis pas plaint. À l'époque, nous travaillions tous les deux. Amber avait un bon emploi dans un bureau local. Pendant les 3 premières années, on a fait en sorte que ça fonctionne. Les factures, ce n'était pas légère. Mais au moins, on partageait les choses, plus ou moins. Je portais un peu plus de poids, bien sûr. Mais un soir, Amber est rentrée et m'a dit qu'elle avait quitté son emploi. Comme ça, quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que son travail ne la payait pas assez et qu'elle ne supportait plus de travailler sous une patronne jalouse et insécure. Écoutez, je sais que le lieu de travail peut être dur. Je sais que les patrons toxiques existent. J'en ai eu ma part. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a présenté ne me semblait pas juste. Et moi, il n'y avait pas de plan, pas de recherche d'emploi prévu, pas de discussion sur les économies, rien. Elle voulait juste partir. Je n'ai pas discuté. Peut-être aurais-je dû... Mais je ne voulais pas être le type qui force sa femme à rester dans un travail qu'elle détestait. Alors j'ai dit, d'accord, si c'est ton choix, je vais gérer... Mais je n'avais pas réalisé à quel point cette décision me toucherait profondément. Parce que voici le problème. Ses sœurs, celles qui vivaient sous notre toit, ne faisaient rien non plus. Pas une seule d'entre elles n'avait d'emploi. Elles se levaient tard, regardaient la télé,
faisaient défiler leur téléphone, commandaient des plats à emporter et trouvaient de l'argent pour des vêtements et des rendez-vous chez le coiffeur. Pendant ce temps, je me traînais à travers de longues journées de travail juste pour empêcher tout de s'effondrer. Je payais toutes les factures, gérais chaque dépense, et rentrais chez moi dans un salon rempli d'adultes valides qui pensaient ne rien devoir à moi ou à la maison. Et ce n'est pas comme si elles proposaient. Pas une seule fois l'une d'elles n'est venue me voir pour dire « Hé Franck, on sait que tu portes tout ça sur ton dos, laisse-nous aider. Laisse-moi chercher un emploi, laisse-moi au moins m'occuper des courses cette semaine. » Rien. Elles vivaient simplement dans cette maison comme si c'était leur droit, et la partie qui me faisait vraiment me sentir seul dans tout ça, Amber ne semblait pas s'en soucier. Elle ne me défendait pas, ni ne poussait ses sœurs à se bouger. Elle s'est juste adaptée et les a rejointes. Ça m'a usé lentement. Je gardais ça pour moi, parce que à ce moment-là, je n'étais même pas sûr que parler changerait quelque chose. Mais je le ressentais, profondément. Pendant 2 ans, j'ai porté ce fardeau. Je ne sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps sans craquer. J'étais le seul à travailler, mais qui a vraiment commencé à me ronger, c'était le silence et le manque de reconnaissance de tous mes efforts. Je rentrais épuisé, espérant peut-être une assiette chaude de nourriture ou même juste un peu de calme, mais à la place, la plupart des soirs, la cuisine s'était en désordre. Rien n'avait été cuisiné. Et les sœurs d'Amber se disputaient entre elles ou regardaient la télé comme si elles étaient en vacances. Et Amber n'essayait jamais d'arrêter le chaos. Elle disparaissait simplement dans la chambre pendant que je restais là, à essayer de comprendre pourquoi je travaillais si dur. Quand les cartes de crédit ont atteint leurs limites, j'ai puisé dans mes économies. Quand les économies se sont épuisées, j'ai continué à pousser, espérant que le prochain salaire me donnerait un peu de répit, mais il n'y avait aucun soulagement. Plus je restais silencieux, plus elle pensait que c'était normal. Après un certain temps, ça a commencé à m'atteindre, pas seulement dans mon portefeuille, mais dans ma poitrine. C'était une frustration silencieuse qui s'accumulait jour après jour. Je restais éveillé la nuit, me demandant combien de temps encore je pourrais porter cette maison sur mon dos. C'est arrivé au point où je ne pouvais plus respirer sous la pression. Un matin, après avoir répété ce que j'allais dire plusieurs fois dans ma tête, juste pour m'assurer que ça sorte calmement et respectueusement, j'ai convoqué une réunion. J'aime ma femme, Amber. Je l'ai épousée en sachant qu'elle venait d'une famille soudée, et je n'avais aucun problème à ce que ses sœurs restent avec nous temporairement. Mais cela faisait des années depuis la mort de leurs parents. Elles n'étaient pas parties ni n'avaient contribué à quoi que ce soit. Alors ce matin-là, alors qu'elles étaient toutes assises dans le salon, j'ai enfin exprimé ce que je pensais. Je leur ai dit, clairement et directement, que ça ne pouvait pas continuer. Nous devons réduire les dépenses, sinon je cesserai de tout payer. J'essayais d'entamer une conversation sur la prise de responsabilité et le travail d'équipe. Pas de rabaisser qui que ce soit, mais à l'instant où les mots ont quitté ma bouche, j'ai pu voir l'énergie dans la pièce changer. Ma femme était agacée par ma déclaration. Ses sœurs se sont regardées, les yeux écarquillés. Et puis le contre-coup émotionnel est arrivé en masse. On m'a traité de contrôlant, d'embarrassant, de froid. L'une d'elles m'a même demandé si je m'attendais à ce qu'elle commence à frotter les sols pour payer un loyer. Amber s'est jointe à elle, agissant comme si je l'avais humiliée devant sa famille. Comme si demander à des adultes de contribuer financièrement à une maison où ils vivent était une sorte de trahison. Elle a dit que j'avais fait honte à ses sœurs, leur donnant l'impression qu'elles n'étaient pas désirées, comme si elles étaient des fardeaux. L'ironie était douloureuse. Elles ne se sentaient pas comme des fardeaux quand elles me vidaient de mes ressources. Mais maintenant que j'avais demandé des comptes, sodaïnément, j'étais le méchant. Au début, j'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas une question de mettre quelqu'un dehors, il s'agissait de survie, des partenariats, d'équité. Mais elles ne voulaient pas entendre. Chaque mot que je disais était déformé en une autre accusation. C'était comme discuter avec un mur qui me renvoyait des briques. Finalement, j'ai arrêté. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, j'ai rassemblé mes affaires calmement et je suis parti au travail. Je pensais qu'une journée à part aiderait à calmer les choses et qu'elles y réfléchiraient, réalisant que je n'étais pas l'ennemi. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu parfaitement clair où j'en étais dans cette maison. 1 mois s'est écoulé après cette conversation inconfortable sur la réduction des dépenses. Mais rien n'a changé. Amber dépensait toujours comme si les factures se payaient d'elles-mêmes. Ses sœurs traînaient toujours sans emploi, ajoutant plus à la liste de courses que le budget de la maison ne pouvait supporter. Personne n'a même reconnu ce que j'avais dit. C'était comme si elles avaient décidé, collectivement, que je n'avais pas d'importance. Tant que l'argent continuait d'arriver sur le compte, je devenais rancunier, pas seulement envers elles, mais envers moi-même, pour avoir permis cela, pour avoir financé mon propre manque de respect. Puis l'entreprise m'a envoyé hors de la ville pour un voyage de 2 jours. J'avais été sélectionné pour représenter notre équipe pour un accord commercial. Ce n'était pas optionnel,
Je savais que je devais y aller avant de faire mes valises. J'ai ouvert mon application bancaire pour envoyer de l'argent au compte joint que Amber utilisait, comme si c'était son argent de poche personnel. J'ai hésité sur le bouton de transfert, comme je le faisais toujours avant un voyage, mais cette fois, je ne l'ai pas appuyé. J'ai fermé l'application. C'était une limite et une déclaration silencieuse. Je n'allais plus continuer à permettre cela. J'avais simplement retenu ce qui n'était plus apprécié. 2 jours plus tard, je suis rentré épuisé par les réunions, la nourriture d'hôtel et les négociations sans fin. Je voulais juste rentrer chez moi et prendre un bain chaud. Je suis arrivé à la maison vers 20h. Ma clé ne fonctionnait pas dans la porte d'entrée. Au début, j'ai pensé que j'étais peut-être juste fatigué et que je m'y prenais mal. J'ai essayé encore, et encore, rien. Je suis allé à la porte latérale, même chose, puis j'ai levé les yeux et j'ai remarqué des lumières allumées dans le salon. Quelqu'un était clairement à la maison. J'ai frappé, pas de réponse. J'ai frappé plus fort. Rien. Puis j'ai appelé le téléphone d'Amber, pas de réponse. J'ai appelé encore, et encore, 10 fois. Je me souviens du nombre exact parce que je sentais ma patience s'épuiser à chaque sonnerie sans réponse. À la 10e tentative, elle a finalement décroché. Je lui ai demandé d'ouvrir la porte. Elle a dit, sans aucune honte, « Nous avons changé les serrures. Tes affaires sont dehors. Tu devrais réfléchir à tes actions. » Je suis resté là, ma valise encore à la main. J'ai regardé autour, et effectivement, il y avait mes affaires. Quelques valises, une boîte avec certaines de mes chaussures, mon nécessaire de rasage, juste jeté par-dessus. Je ne savais pas quoi ressentir. Je suis resté là, abasourdi. Ce soir-là, quelque chose en moi a changé. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et essayé de rappeler Amber. Directement sur la messagerie vocale, j'ai essayé ses sœurs. Chacune d'entre elles, bloquée. Elles m'avaient toutes exclu. Je ne voulais pas faire une scène, alors je suis monté dans ma voiture et j'ai fixé le volant pendant longtemps. Finalement, j'ai appelé mon avocat. Je ne savais même pas quoi dire au début. Je lui ai tout raconté. Il m'a dit de trouver un hôtel pour la nuit et de garder mon calme. C'est ce que j'ai fait. Je me suis installé dans un endroit modeste en ville. Je n'ai même pas pris la peine de défaire mes valises. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur ce matelas d'hôtel rigide, à fixer le plafond, pensant aux 10 dernières années de ma vie, au lever du soleil. J'ai arrêté de m'apitoyer sur moi-même. J'ai arrêté d'attendre des excuses. J'ai réalisé que si elle pouvait m'exiler de ma propre maison si facilement, elle ne me respectait pas, ni en tant que mari, ni en tant que pourvoyeur, ni en tant qu'être humain. Et c'est là que j'ai décidé, plus question d'être pris pour acquis, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire des changements. D'abord, je me suis connecté à mes comptes bancaires et j'ai changé tous les identifiants de connexion, tous. Puis j'ai annulé toutes les cartes de crédit partagées. Je n'allais pas continuer à financer leur petit confort. Tout ce qui était lié financièrement à Amber, je l'ai coupé. Plus tard ce matin-là, j'ai rencontré mon avocat en personne. Il a fait venir 2 autres personnes, l'une spécialisée dans le divorce, et l'autre un avocat immobilier. Ça semblait sérieux maintenant. Mais j'en avais besoin, puisque la maison était entièrement à mon nom, et qui m'ont dit que j'avais tout à fait le droit de demander l'expulsion des sœurs d'Amber. Elle n'avait un pas de bail, aucun droit légal sur la propriété. En ce qui concerne la loi, elles étaient des occupantes non autorisées. Nous avons commencé à préparer les documents immédiatement. Mon équipe juridique a débattu s'il fallait traiter cela comme une expulsion formelle ou un retrait rapide en vertu du droit de propriété pour les squatteurs non locataires. Mais comme cela impliquait la famille et que les émotions étaient fortes, nous savions qu'il fallait procéder avec prudence. J'ai également demandé une ordonnance temporaire pour l'utilisation exclusive de la maison. En gros, demander au tribunal de m'accorder un accès exclusif pendant que le divorce était en cours de règlement. Mais le juge a refusé cela. Il a dit qu'à moins qu'il n'y ait des preuves de danger ou d'abus, Amber avait tout autant le droit de rester dans la maison pendant la procédure. Ça m'a fait mal, je voulais juste récupérer ma maison. Mais la loi ne fonctionnait pas comme ça. Alors, maintenant, je devais jouer le jeu à long terme. Les serrures avaient peut-être été changées. Mais mon état d'esprit était maintenant verrouillé aussi. Et cette fois, je ne reculais pas. Quand la procédure de divorce a commencé, je n'étais pas amer. J'avais atteint un point où je n'avais plus besoin de crier, d'argumenter ou de prouver quoi que ce soit. Le silence était suffisant. Alors, quand les avocats sont intervenus, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit clair pour tout le monde que la maison resterait probablement à moi. J'avais toutes les preuves montrant que j'étais celui qui maintenait ce toit au-dessus de la tête de tout le monde. Et c'est là qu'elle a commencé à changer de ton. Soudain, la froideur qu'elle me lançait autrefois s'est transformée en chaleur. Elle a recommencé à m'appeler par mon petit nom, à demander comment j'allais, à proposer de cuisiner et à essayer d'engager des conversations qui n'avaient pas eu lieu auparavant.
C'était gênant? Honnêtement, comme regarder quelqu'un actionner un interrupteur en oubliant que vous avez vu les fils pendant, mais je n'y ai pas cru. J'avais déjà réfléchi, j'avais déjà traité la douleur. La trahison. Le fait qu'elle et ses sœurs se sentaient assez audacieuses pour me verrouiller hors de ma propre maison et jeter mes affaires comme si j'étais un étranger. Aucun mot doux n'allait effacer cela. Le mariage s'est officiellement terminé peu de temps après. Le juge a statué, et la maison est restée à moi, principalement parce que les contributions financières étaient en noir et blanc. Alors, il n'y avait pas d'argument là-dedans, mais après que tout fut réglé, la maison ne semblait plus être un foyer, elle était trop grande, trop pleine de souvenirs qui ne me servaient plus, alors j'ai fait le choix de mettre la maison sur le marché, je l'ai vendue quelques mois plus tard, et je suis parti, avec l'argent, j'ai loué un endroit plus petit qui me convenait. Amber a reçu une compensation du divorce. Le tribunal s'en est assuré. J'ai donné ce qui était dû, mais en quelques mois, cet argent s'est épuisé. J'ai entendu cela par une connaissance commune. Peut-être une mauvaise planification. Peut-être que le style de vie a rattrapé. Peut-être pensait-elle que l'argent durerait pour toujours. Je n'ai pas demandé. Ce n'était plus ma place. J'avais réfléchi, comme elle me l'avait dit, et j'avais avancé. Cela faisait presque un an que les papiers de divorce avaient été finalisés. Je n'avais pas eu de nouvelles d'Amber pendant tout ce temps. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Nous avions pris des chemins séparés. J'avais passé cette année à reconstruire tranquillement, pièce par pièce. J'avais enfin de l'espace pour respirer sans marcher sur des œufs tous les jours. Puis un après-midi, j'ai reçu un message d'Amber. Il était court, direct. Elle disait qu'elle voulait parler. Une partie de moi a hésité. Pas par colère, mais parce que je n'étais pas sûr de ce qu'il restait à dire. Mais la curiosité l'a emporté. Et je l'ai rappelé, elle n'a pas tourné autour du pot. Elle a dit qu'elle avait trouvé un emploi après que tout s'était effondré, mais que cela couvrait à peine son loyer et sa nourriture. Elle n'appelait pas pour demander de l'argent, pas directement, du moins, mais on pouvait entendre le poids dans sa voix. Elle ressentait enfin ce que j'avais porté pendant des années. Je lui ai juste dit, maintenant tu comprends, elle n'avait jamais respecté l'effort qu'il fallait pour tenir une maison ensemble. Sachant qu'elle n'appelait pour rien de sérieux, j'ai raccroché, je n'étais plus coincé dans une maison où ma valeur était liée à ce que je pouvais payer. Merci d'avoir regardé